Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Les épisodes d'Oser la reconversion avec des invités reconvertis dans l'univers de la décoration ou de l'architecture d'intérieur font partie de vos épisodes favoris. Alors, je le sais, beaucoup d'entre vous rêvent de transformer votre passion pour la décoration et l'ameublement en nouvelle carrière, mais ont peur de reprendre leurs études et de se lancer. Et si je vous disais qu'il est possible de se former dans une école délivrant un titre reconnu par l'État et de se reconvertir dans la décoration intérieure en quelques semaines à Paris, à Bordeaux ou même à distance sans bouger de chez soi. C'est la promesse de MMI Déco, centre de formation spécialisé dans la décoration et l'architecture d'intérieur depuis 2007. Les formations de 3 à 6 mois, accompagnées par des formateurs experts de leur domaine, sont spécialement conçues pour des personnes en reconversion. Par exemple, vous pouvez suivre la formation de 6 mois pour devenir décorateur d'intérieur. La formation conjugue théorie et pratique et est 100% en ligne. Une formation dense, riche et complète pour préparer sa reconversion. Cette formation délivre un titre RNCP de niveau 5, c'est-à-dire un Bac+2, et est finançable grâce à votre CPF ou à Transition Pro. MMI Déco vous propose un accompagnement individuel et personnalisé, de quoi démarrer votre nouvelle carrière sereinement. Vous découvrirez bientôt ici un témoignage de reconversion réussie d'une décoratrice d'intérieur formée à MMI Déco. En attendant, renseignez-vous dès maintenant sur les programmes de reconversion de MMI Déco et les dates de leur prochaine porte ouverte. Concrétisez votre rêve sur www.mmi-deco.com. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Sarah. Après avoir travaillé comme juriste dans un cabinet d'avocats pendant 5 ans, Sarah a fondé sa marque de bijoux Day June. Passionnée par la justice et les procès à la cour d'assises, Sarah a toujours su qu'elle voulait faire du droit. Trop timide pour parler en public et plaider, elle décide de s'arrêter à juriste avant de devenir avocate. Sarah travaillera pendant 5 ans dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit pénal et droit bancaire et fera finalement exactement le même travail qu'un avocat pendant 5 ans. Le déclic ? Un clash au cabinet d'avocats entre les associés. Sarah en profite pour négocier une rupture conventionnelle et partir. Elle ne supporte pas l'ambiance trop masculine et le manque d'humanité du cabinet d'avocats. Aujourd'hui, Sarah a fondé sa marque de bijoux Day June il y a 5 ans. Avec une communauté de près de 40 000 abonnés, elle rencontre un franc succès. Sa marque est vendue en ligne et dans différents points de vente physiques et corners, notamment aux Galeries Lafayette et BHV. Alors avec Sarah, on a évoqué l'ambiance des cabinets d'avocats, sa déception face aux réactions lors de son départ, comment elle a réussi à dépasser son syndrome de l'imposteur pour lancer sa marque, son hypersensibilité, sa plus grande force et faiblesse, comment se faire une place dans un secteur très concurrentiel et ses rêves pour la suite. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sarah. Bonjour Sarah, bienvenue dans Oser la reconversion. Coucou. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Sarah, je viens de faire 35 ans il y a 2 jours. Je suis maman de 3 petits garçons, on habite en région parisienne et voilà, donc je suis maman de 3 petits garçons et ça me prend beaucoup de temps et je suis entrepreneuse. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais maintenant, ta marque, rapidement ? Alors, je suis la fondatrice de la marque Day June depuis maintenant presque 5 ans. Alors, ce qui est super rigolo, c'est qu'on se suit depuis 5 ans sur Instagram, parce que tu postes aussi pas mal sur Instagram, et qu'on s'est reconverti quasiment en même temps. Donc, il y a 5 ans, donc c'est trop rigolo. Et tu étais aussi dans le milieu du droit, parce que tu as commencé par des études de droit. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu t'es dirigée d'abord vers des études de droit ? Alors moi, ça a toujours été une passion finalement, le droit. Ça a été complètement
en moi depuis toujours. Depuis que je suis collège, lycée, je savais que j'allais m'orienter vers des études de droit. Donc naturellement, après le bac, en fait, j'ai intégré tout de suite une fac de droit. Je me suis pas posé plus de questions parce que c'était vraiment une passion. J'adorais m'informer sur tout cet univers. Donc j'ai intégré la fac à Paris. Je suis allée jusqu'au master 2 tout en sachant en fait durant ce parcours que je n'allais pas aller jusqu'au bout, entre guillemets. Je voulais pas passer le CRFPA. Ça m'intéressait pas spécialement de passer le barreau parce que timide, très timide. Je me voyais pas du tout en fait Plaider. Ouais, non, c'était tout le côté vraiment du droit qui me parlait pas du tout. Je suis très timide et j'ai pas du tout d'aisance à l'oral et ça s'est manifesté durant toutes mes études. Hein. De toute façon, vraiment la partie orale pêchait beaucoup, donc j'ai poursuivi mes études jusqu'à la fin et j'ai intégré en fait immédiatement un cabinet d'avocats après le M2. Alors oui, donc tu es devenue juriste et tu travaillais comme juriste dans un cabinet d'avocats. Alors c'est marrant que tu dis que ça te passionnait depuis toujours parce que ce n'est pas la réponse habituelle. D'habitude, ce qu'on dit souvent, c'est j'ai fait du droit un peu par hasard, par défaut. Et toi, qu'est-ce que tu voyais là-dedans? T'aimais bien défendre l'idée de justice? C'était quoi qui t'animait? L'idée de justice, et j'ai toujours eu une passion vraiment en moi qui est encore aujourd'hui pour le pénal. Vraiment, toute cette univers en fait finalement me fascine beaucoup. J'adore en fait lire toutes les plaidoiries, toutes les histoires résolues, non résolues. Voilà, c'est vraiment toute cette partie qui m'a toujours animée depuis que je dirais que j'ai 12 ans à peu près, aussi long que je m'en souvienne, hein, mais vraiment c'était quelque chose qui m'animait beaucoup, je m'en renseignais beaucoup, donc vraiment j'adorais l'idée de justice dans le droit pénal. Et alors, qu'est-ce que tu faisais donc en cabinet d'avocat? Donc tu étais juriste en cabinet d'avocat. Donc, tu faisais quasiment le travail d'un avocat? Je faisais le travail d'un avocat, clairement. Je faisais les rendez-vous clients, j'établissais ensemble, la défense de nos clients. Je faisais les écritures, je me déplaçais dans les tribunaux pour récupérer. J'étais tout le temps en fait aux côtés de l'associé du cabinet. On était vraiment de pair. Et voilà, c'est juste que j'allais pas plaider pour nos clients, mais ils le savaient, ils connaissaient mon statut, que je ne pouvais pas en fait aller jusqu'au bout de leur dossier, mais que j'étais présente au moins tout du long. Et donc je pense aujourd'hui avec le recul, même si je l'ai pas vécu comme ça, que je faisais vraiment le travail d'un avocat. Ça m'étonne pas trop. Et alors, comment ça s'est passé? Donc, tu faisais du pénal et du bancaire? Beaucoup de bancaires. En fait, au début, on a eu beaucoup de droit de la presse. Et ensuite, en fait, le cabinet dans lequel j'étais, c'est beaucoup spécialisé dans le droit bancaire, le cautionnement bancaire. Donc, je me suis un peu découvert aussi, pas une passion parce que ça serait quand même fort, mais un intérêt en fait pour la matière. Donc, finalement, j'ai lâché un peu mon pénal pour le bancaire et j'y ai découvert pas mal de trucs intéressants finalement. Donc, ça a été un peu mon cheval de bataille. En fait, tu avais beaucoup de contacts humains, tu avais beaucoup de contacts avec les clients? Complètement. Parce que c'était un cabinet à taille humaine à Paris, ouais. Ouais, il y avait, en fait, on partageait aussi les locaux, mais sinon, de notre côté, en fait, il y avait un associé, une collaboratrice, moi, et ensuite, en général, on tournait à 2-3 stagiaires. Et alors, t'as fait ça pendant 5 ans? 5 ans. Et alors, comment c'est venu un petit peu la désillusion? Parce qu'en plus, t'as un rêve que t'avais depuis un moment. C'est arrivé progressivement, mais finalement, au bout de 2 ans et demi, je dirais, c'est les rapports humains. Les rapports humains, donc comme je t'ai dit, on partageait aussi les locaux avec un deuxième cabinet d'avocats, à taille humaine également. Donc on était à peu près 6 ou 7. Et en fait, finalement, déjà beaucoup de rappels sur le fait que je n'étais pas avocate, une vraie avocate. Ça, on me le rappelait quand même suffisamment pour que je comprenne qu'en fait, j'étais à ma place sans vraiment l'être, qu'il y avait quand même une certaine hiérarchie finalement. Donc progressivement, ça a été comme ça. Donc j'ai senti un mal-être en moi vraiment s'accroître sur les mois. J'ai eu une première grossesse aussi sur ma collaboration au cabinet. Donc j'ai eu mon premier enfant et c'est vrai que la grossesse n'a pas spécialement été bien vue par l'associé, même si j'ai travaillé jusqu'à mes 9 mois de grossesse avec des horaires ne plus en finir. J'avais pas du tout des horaires de salarié, hein. J'arrivais à 8h, je partais à 20h, j'avais pas d'heures supplémentaires, hein, mais c'était aussi ma volonté. Oui, tu profitais pas de ton statut de salarié comme tu aurais pu le faire, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Donc ça a été très mal perçu. Et finalement, quand j'ai accouché, donc je suis revenue assez rapidement au bout de 5 semaines.
Et quelque chose a changé quand je suis revenue et j'ai senti que déjà qu'il y avait des tensions en fait entre tout le monde, des petits gossips, des petits, on parle l'un sur l'autre, des petites histoires et finalement il y a eu en fait un énorme clash entre la sœur du patron, la collaboratrice avec qui je travaillais, moi et notre associé et finalement j'ai décidé de faire une rupture conventionnelle, pas sur un coup de tête parce que ça faisait longtemps que mon mari me disait va-t'en parce que t'es plus apprécié à ta juste valeur. Et finalement, lors d'un énième clash, j'ai décidé de prendre l'associé à part et lui demander d'accepter une rupture conventionnelle. Oui, alors donc, tu me disais en off que c'était aussi l'ambiance masculin, le machisme. Complètement. Ça, j'en ai beaucoup pâti ou souffert. Franchement, donc, comme je te disais, on partageait les locaux, donc on était vraiment quotidiennement tous ensemble, même si on faisait pas partie du même cabinet. En face, c'était 100% masculin. Et de notre côté, on avait juste l'associé qui était un homme. Et en fait, le machisme était mais présent, mais constamment, en fait. Pour tout, va nous faire un café, sers-nous ci, fais-nous ça. Et puis une ambiance, tu sais, c'est parfois, c'est juste des petits commentaires sur la façon dont t'es venu habillé ou la façon dont t'as pu t'apprêter, entre guillemets. C'était vraiment une atmosphère, en fait, qui était faite par eux, qui faisait qu'on n'était pas, ma collaboratrice et moi, spécialement à l'aise de tout le temps s'habiller comme on avait envie de le faire, de dire ce qu'on avait envie de dire. Ça pesait vraiment beaucoup. C'est pas un fait en général, c'est vraiment plus une atmosphère qui a été établie par eux. Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que quand on parle, il y a, tu vois, une histoire qui me revient. Du coup, je vais la raconter parce que je pense que c'est intéressant. Et j'étais stagiaire comme ça dans un gros cabinet d'avocats. Et en plus, moi, à l'époque, voilà, tu vois, je mettais quand même des jupes pas forcément très courtes, mais tu sais, la tendance, c'est quand même court, donc voilà. Et je me rappelle qu'une fois, la Big Boss avait décidé de ranger tous les dossiers, et donc on avait tout réorganisé. Et comme par hasard, en fait, c'était les collaboratrices et moi, la stagiaire, qui rangeait les dossiers. Et les hommes nous regardaient, et en fait, au final, on se retrouvait à genoux, tu vois. Et eux étaient debout et je voyais bien, tu vois, qu'il y avait plein de rires un peu. Et ça m'avait super choquée à l'époque parce que j'étais jeune et c'était mon premier stage. Et tu vois, la manière dont on reparle, bah, il y a ça qui me revient. Et c'est des choses qui marquent quand même, je trouve, quand on est... Complètement. Et en fait, on comprend qu'il y a des choses un petit peu bizarres sans forcément que ça soit dit, mais tu sens un peu que c'est une ambiance. Ouais, complètement. Moi, je sais, tu vois, ça me rappelle encore un exemple. Il faisait très très chaud au cabinet, mais je suis quelqu'un qui ne supporte pas beaucoup la clim et on avait en fait une sortie de clim par bureau. Et j'étais enceinte de 8 mois et donc je voulais pas mettre à ce point-là fort la clim, donc j'avais baissé un petit peu dans le cabinet. Et en fait, un après l'autre venait me voir, c'est pas toi qui décide, nous on a chaud. Donc en fait, la clim, elle sera mise à cette température-là. T'as froid, tu mets un pull, tu vas dehors, mais en fait, j'avais pas mon mot à dire, tu vois. C'était vraiment leur décision, ils te l'imposent, t'es pas contente, c'est pareil. Et en plus, ce que je trouve qui est difficile, c'est que les femmes qui sont présentes, elles se sont forgées une personnalité assez masculine pour prendre leur place. Et donc, t'as pas forcément l'appui même des femmes qui peuvent être là parce qu'elles ont ce côté aussi très autoritaire et très masculin. Qu'elles ont dû se forger, qu'elles ont dû en fait se créer pour réussir à se faire une place. Est-ce que toi, t'as une désillusion de dire « bah j'ai pas envie de devenir comme ça ». Bah oui, parce qu'en fait, finalement, si tu veux, en ayant vécu tout ça sur les années, j'ai beaucoup pris sur moi. J'aurais pu me dire c'est propre à ce cabinet, c'est propre à ces gens-là, je vais essayer d'aller ailleurs. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, en fait. J'ai eu cette désillusion, mais qui a été totale et sur la profession et sur, en fait... sur eux tous. Et en fait, quand j'ai quitté le cabinet, j'ai quitté le droit. Je suis pas allée voir d'autres cabinets pour présenter mon CV ou des choses comme ça. J'ai vraiment quitté le droit parce qu'en parlant finalement après, quand tu commences un peu à en discuter autour de toi, tu te rends compte que t'es pas du tout seul à vivre en fait ce genre d'expérience très masculine, très rabaissante. Donc en fait, vraiment quand j'ai quitté le cabinet, j'ai quitté clairement l'univers du droit. Quand tu repenses au fait, tu vois, que tu avais travaillé jusqu'à tes 9 mois de grossesse, comme ça, tu regrettes? Enfin, comment tu le vis maintenant? Alors non, je regrette pas parce que c'est moi, c'est mon tempérament, mais par contre, je regrette beaucoup le fait de ne pas avoir su dire maintenant, il faut aussi
payé à ma juste valeur, les jours fériés quand je suis venue, les jours de Noël, le 1er janvier. Tu vois, toutes ces choses-là pendant mes grossesses où j'allais faire des échographies le soir à y a pas d'heure parce que je pouvais pas prendre en fait ce temps sur mes journées de travail. En fait, je regrette beaucoup de ne pas avoir su m'imposer à ma juste valeur. Pas d'être restée autant parce que ça, c'est mon tempérament qui fait que si j'avais pas fini de travailler, je ne voulais pas partir. Et puis de toute façon, on me faisait comprendre que si je partais, le lendemain, ça se passerait pas bien. Mais par contre, je regrette beaucoup le fait de ne pas avoir su, je sais pas, demander des primes, pas des remerciements, j'en étais pas là, mais ouais, peut-être des primes ou une augmentation. En 5 ans, j'en ai pas eu, tu vois. C'est quelque chose que j'ai mal vécu après coup. Il a augmenté les collaboratrices avec qui on bossait. Moi, je suis toujours restée au bas du bas, alors que j'essayais de l'amener le plus haut possible. Oui, tu penses que ça a dégradé ta confiance en toi un petit peu et ton estime de toi en fait. Complètement. Parce que si tu veux, c'est pas que l'aspect financier, c'est que en fait, je pense que quand un patron donne une augmentation à son salarié, il y a aussi cette reconnaissance, ce merci en fait finalement. Et moi, il m'a beaucoup manqué pendant 5 ans. Et en fait, du coup, pendant 5 ans, tu te forges cette idée de te dire, bah, tu ne l'as pas spécialement mérité, tu n'es pas en fait au niveau où tu penses être. Donc forcément la confiance en soi. Déjà que j'avais une confiance en moi qui était assez fébrile, ces 5 années, clairement, l'ont mise vraiment à mal. Et comment il a réagi quand t'es partie ? De façon très froide. Parce que derrière ça, donc il y a quand même ce tableau avec sa sœur qu'il a décidé d'embaucher tout en sachant qu'il faisait l'erreur de sa vie. Mais voilà, il avait décidé de l'embaucher au secrétariat et de façon très froide. Et après, ce que j'ai oublié d'omettre, c'est qu'il y a le côté complètement personnel. C'est un homme qui faisait partie de notre schéma personnel. C'était un ami de mon papa. Sa sœur, son mari était un des meilleurs amis de mon papa aussi. Donc, tu as tout cet aspect personnel qui finalement, à ma démission, s'est complètement effondré. Quand je suis partie de ce cabinet, mes parents et moi, on a perdu nos amis de la vraie vie. Donc ça a été très compliqué et on leur en a beaucoup voulu. Et aujourd'hui, 5 ans après, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours pas digéré, en fait, le fait que j'ai voulu partir parce qu'il a fait des erreurs, lui et sa sœur, et qu'en fait, ils ont pas su le voir. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui que je regrette beaucoup. Oui, et puis aussi... tu peux respecter aussi le choix de quelqu'un de partir, même sans erreur. Au bout de 5 ans, tu peux te dire que tu t'as fait le tour et que tu passes à autre chose. Vol vers d'autres horizons. Et non, c'était... il a accepté tout de suite, attention, la rupture, mais de façon très froide, alors qu'on avait une relation bien plus amicale que ça. Et voilà, ça a été très froid. Et lors de ma rupture, du coup, il y a eu un délai de 3 mois, je crois, entre le moment où on a signé et le moment où je suis partie. Et en fait, bon bah, tu remarquais tout de suite que tout était fini. Je veux dire, il y avait plus de considération quelconque, ni professionnelle, ni personnelle, ni rien. C'était, je l'avais trahi. Et en fait, durant ces 3 mois, par cette attitude-là, ça m'a aussi beaucoup fait culpabiliser de ce que j'étais. Je me suis dit, mais t'es méchante, tu l'abandonnes en fait finalement. Ça a développé un syndrome en moi que j'ai pas du tout aimé et je me suis sentie très très mal. Oui, t'as culpabilisé ? Complètement. J'ai vraiment culpabilisé. Et le dernier jour, vraiment, moi, je lui ai dit au revoir en pleurs. Et lui, il avait vraiment cette attitude très froide. Vraiment, c'est bon, il y a plus grave, va-t'en maintenant. Mais c'est faux que tu dis ça parce que, enfin, je sais que moi, quand je suis partie, ça s'est super bien passé. Vraiment, mon big boss a été super sympa. Enfin, voilà, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Mais j'en ai parlé avec plein d'autres personnes et des histoires comme les tiennes où vraiment, limite, tu pars, tu as personne à qui dire au revoir parce que personne n'est là le jour de ton départ. Enfin, rien, quoi. Tu pars comme t'es arrivé. Enfin, sans un mot, quoi. Enfin, tu vois, comme si t'étais un pion interchangeable. Et c'est fou quand même, je trouve. C'est très triste. Moi, c'est les stagiaires qui m'avaient organisé un petit café pour le départ. Et en fait, lui estimait que en fait l'indemnité qui m'a versé, c'était son cadeau et que voilà. Alors que non, c'était un dû de ces 5 années, mais oui, puis il manque d'humain, quoi. Ah oui, complètement. Et alors, donc tu pars à ce moment-là. Donc, t'avais déjà créé ton compte Instagram ?
Oui, j'étais déjà sur Instagram, donc sur mon autre profil Sarah Gabou qui est plus dans l'influence et en fait je communiquais déjà beaucoup plus sur la mode, sur ma petite vie parisienne, voilà. Donc j'avais déjà ce petit compte qui avait quelques milliers d'abonnés à peine et c'était une petite bulle. Comment t'avais commencé ton compte? J'ai commencé quand j'ai eu mon premier enfant et puis je partageais en fait tous les jours mes looks. Tous les matins, en fait, je postais une photo ou une story de comment j'allais habiller au cabinet. J'amenais un peu les gens dans les rues parisiennes jusqu'au cabinet et voilà, c'était tout. Il y avait vraiment pas, c'était pas construit, c'était pas professionnalisé quoi. Ouais, c'était déjà une petite étape parce que quand on est dans ce genre de milieu assez conservateur, c'est pas forcément évident de commencer un compte Instagram comme ça. Mais personne le savait, je crois. C'était pas su. Et alors, donc tu pars, j'imagine, t'es un petit peu sous le choc de ta décision. Donc, comme tu disais, t'es déçu. Voilà, comment ça se passe un peu les premiers mois et puis comment tu t'arrives à décider un peu de ton projet pour la suite? C'est grâce à mon mari, je dirais, qui a été très très présent pour moi au jour même où j'ai quitté le cabinet, qui a été vraiment un vrai choc personnel en fait pour moi. J'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup remise en question de savoir ce que j'allais faire et j'ai dû expliquer en fait très rapidement à mes parents que je savais que je n'allais pas retourner vers un autre cabinet parce que en fait mes parents quand j'ai fait cette rupture, pensaient que j'allais repostuler ailleurs et que des cabinets d'avocats, il y en avait plein. Mais moi, j'ai tout de suite su que c'était terminé pour moi sans encore savoir vraiment vers où j'allais aller. Et ça s'est quand même su très vite hein, parce que je suis partie fin juin et mi-juillet, j'avais déjà cette naissance en fait en moi d'autres choses qui arrivaient quand même assez rapidement. Ça m'est plus ou moins tombé dessus, mais en fait, c'était logique quand en fait tout s'est réimbriqué comme ça. Et au bout d'un mois, j'ai su en fait comment rebondir après cet échec entre guillemets. Après, c'est pas évident de se dire, je sais que c'est terminé pour moi parce que c'est un trop plein, mais en même temps, ça fait un peu peur parce que tu peux te dire, bon, je peux peut-être essayer de me raisonner et quand même, voilà, j'imagine que tes proches devaient essayer de te raisonner et tout. Comment ça s'est passé à ce moment-là, en fait, un petit peu pour que tu t'arrives à garder ta décision? Alors moi, j'ai des parents qui sont très très à l'écoute de mes envies, donc il n'y a pas eu d'altercation. J'avais 30 ans, j'avais un enfant et un mari qui venait de se lancer dans l'entrepreneuriat aussi. Donc il y avait ce côté hyper vertigineux pour nous de se dire Sarah, t'as plus d'emploi, ton mari vient de lancer sa société, vous avez un enfant à charge. Comment en fait on se sécurise aussi un petit peu parce que il y a le côté aussi quand même sécurisant d'être dans un emploi avec un revenu fixe. Mais en fait, mon envie d'entreprendre aussi a pris le dessus et j'ai su, je pense, montrer à mes parents, à mon mari, que en fait, je le faisais pas comme ça. C'était vraiment quelque chose qui était finalement en moi, que j'avais peut-être enfoui pendant X années. Je suis venue avec plein de projets, plein de chiffres, plein de perspectives en fait finalement. Alors je sais pas si ça les a complètement rassurés, je t'avoue, hein, franchement je ne pense pas, mais en tout cas ils m'ont pas mis de barrières, ils m'ont mise en garde évidemment parce que c'était aussi leur rôle. Mon mari lui m'a poussé complètement les deux mains dans le dos, il m'a dit vas-y, moi je crois en toi et vas-y. Et finalement en fait progressivement, les choses sont venues et aujourd'hui, j'ai beaucoup de soutien de mes proches et ça aide, je pense, énormément. C'est limite indispensable, vraiment. C'est vrai que quand on se reconvertit, c'est important de se faire sa petite bulle un peu de soutien. Donc aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu as lancé ta marque Dayjune. Tu l'as lancée quasiment juste après. Comment tu as eu l'idée de te lancer dans les bijoux ? Alors évidemment il y a un fonds familial, mais en premier lieu en fait c'était lors d'une balade avec mon mari dans le Marais à Paris. On est tombé après le déjeuner sur un atelier création bijoux c'était comment fabriquer soi-même un bracelet en montait et puis on s'est dit bah c'est hyper sympa, la fille était hyper accueillante, on s'est arrêté, ça a duré 2-3 heures de temps, on a confectionné nos bracelets, c'était un super moment. Et quand on est rentré le soir, on a discuté et je lui ai dit, t'imagines, ça doit être quand même hyper sympa en fait finalement de se créer
soi-même en fait des bijoux, de pouvoir rendre belles les femmes et puis ce côté hyper, moi j'ai trouvé ça hyper réconfortant, tu sais, la confection. Et donc j'ai beaucoup aimé ce moment et puis j'ai voulu en fait refaire ces bracelets qui étaient en perles japonaises à l'époque. Et puis je les ai portés sur Instagram. Je les ai portés sur Instagram et puis j'ai eu des messages. Très beau tes bracelets. Et en fait, ça a commencé comme ça. J'ai eu une petite demande en fait sur les réseaux qui s'est en fait convertie en vente. Mais tu sais, c'était des petites ventes, 1 ou 2 par jour, par-ci, par-là. Et en fait, je disais à mon mari, mais tu te rends compte, finalement, les gens aiment en fait ce que je porte et veulent en acheter. Il me dit, bah ouais, mais c'est peut-être que tu as quelque chose en fait dans ce domaine qui te plaît. Et le fond familial, c'est que moi, je suis issue d'une famille d'artisans où j'ai quand même mes grands-parents qui sont maroquiniers. Il y a l'oncle de mon papa qui était joaillier. Donc en fait, j'ai beaucoup baigné, tu sais, pendant les repas de famille, dans tout ça, dans la vente, dans le côté bijoux, comment faire, comment vendre, comment exporter. Et en fait, j'avais toujours ces petites conversations de table. Et quand j'en ai parlé aussi à mes grands-parents, à mon grand-père à l'époque, il m'a dit mais t'es faite pour la vente. De toute façon, tu es faite pour la vente, Sarah, parce que depuis que t'es petite, t'es au magasin avec nous et c'est toi qui vends les sacs, c'est toi qui vends derrière ton petit pupitre là. Tu es faite pour ça. Donc si c'est les bijoux, c'est bien. Si c'est autre chose, ça sera bien. Mais tu es faite pour vendre et faire plaisir aux gens. Et en fait, tout ça mis ensemble, je me suis dit, j'ai envie de proposer aux femmes aujourd'hui ma vision de ce qui est le bijou et en même temps se rendre belle, se faire confiance parce que aujourd'hui le bijou ça reste un espèce de, pas d'artifice, mais c'est des objets qui viennent t'apporter un peu de confiance. Et voilà comment c'est né. J'ai créé ma société en novembre, fin novembre, début décembre 2019. Donc on est à 3 mois du Covid sans le savoir. Et voilà, l'aventure a commencé à ce moment-là. Et alors, c'est facile de trouver après ses premiers clients parce que c'est vrai que le bijou, c'est hyper concurrentiel. Hein. Comment t'as fait toi pour trouver ta place ? Alors, j'essaye toujours de la trouver 5 ans après, mais je pense que d'être fidèle à soi, déjà, d'avoir vraiment une ligne directrice de ce que tu aimes. Aujourd'hui, moi, j'aime le doré, j'aime les choses qui sont imposantes aux oreilles, j'aime les choses qui sont plutôt fines aux doigts. Voilà, donc j'essaye quand même de créer un univers qui est le mien sur les années. Donc les gens qui me suivent quand même ont un style. Tu vois, quand ils viennent chez moi, ils vont pas essayer de trouver de l'argenté, pas tout de suite en tout cas, de la couleur ou des choses comme ça. Je suis vraiment restée dans le doré depuis 5 ans sur les mailles brutes, des choses comme ça. Donc, se créer une place, c'est très dur, hein, comme tu l'as dit. Tous les jours, je pense qu'il y a une société de bijoux qui fait face, qui naît sur Instagram. Mais je pense que la présence aussi sur les réseaux, des deux côtés finalement, parce que j'ai mes deux côtés aujourd'hui qui m'aident à arriver à pouvoir être là. Et après, il y a les points de vente qui font confiance aux gens. Il faut que tu puisses t'implanter physiquement dans les rues, que les gens puissent essayer tes bijoux et se rendre compte que c'est pas un énième compte sur Instagram, que tu es là. Donc aujourd'hui, 5 ans après, on a 7 points de vente sur les bijoux. J'ai fait des petits pop-up dans des grands magasins parisiens. Donc ça a aidé aussi la confiance, à établir une confiance entre les clients et nous. Je dis et nous alors que je suis toute seule, mais et après il y a aussi par exemple Choose, l'application Choose qui propose des ventes privées tous les 7 jours, sur laquelle j'ai fait déjà des ventes qui m'ont apporté une espèce de petite notoriété, en tout cas qui a été intéressante. T'as les médias aussi, les journaux qui te contactent pour figurer dans leurs journaux. Et puis, il y a un projet qui se prépare là pour dans 2-3 mois que j'espère pouvoir vous en parler. On tombe bien alors. Et c'est un peu dans la même lignée, c'est la suite logique ? C'est complètement la suite logique, sauf que ça a une ampleur complètement différente. Là, c'est vraiment le step complètement au-dessus. On est sur 12 000 bijoux en production pour une grosse opération qui va avoir lieu sur les fêtes de fin d'année. Donc,
on est un peu au-dessus et c'est un peu pas la concrétisation parce que c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas c'est une reconnaissance pour moi 5 ans après d'en être là aujourd'hui et je suis vraiment très très reconnaissante en tout cas du chemin parcouru. Et comment tu te sens alors? T'es en même temps excitée, stressée à quelques mois? C'est un projet sur lequel on est depuis décembre de l'année dernière. C'est tous les jours énormément de travail, de discussion, d'aller et retour. Et là, on est sur la finalisation. Je viens de recevoir les 12 000 bijoux que je dois empaqueter un par un là avant la fin de la semaine pour les envoyer en Espagne. Donc c'est beaucoup de travail. Donc pour l'instant j'ai vraiment la tête dedans, donc j'arrive pas encore à vraiment faire sortir les émotions. Mais hier quand j'ai vu, en fait, j'ai fait juste une petite story sur Instagram pour montrer un peu l'envers de ce que je faisais. Et en fait, de recevoir comme ça en rafale, tu sais, tu peux être fière de toi, mais c'est super. Et en fait, je me suis assise hier au dîner et puis j'ai dit à mon mari, je crois que c'est bien ce qui est en train de se passer, je crois que c'est hyper chouette en fait. Et il m'a dit, mais c'est incroyable, tu le vois pas encore, mais c'est incroyable ce qui est en train de t'arriver. Donc non, je suis hyper reconnaissante. Ouais, c'est un bel accomplissement 5 ans après. Incroyable. Exactement. Comment tu t'occupes de la production? Alors au début, j'imagine que tu produisais toi-même. Et maintenant, comment ça se passe? Tu délègues? Alors, j'ai jamais su déléguer. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est le handicap aujourd'hui de ma société. Je le sais. C'est que je n'arrive pas à déléguer, même à embaucher des stagiaires pour m'aider sur l'envoi des commandes ou des choses comme ça. C'est que en fait, je repousse toujours plus loin mes limites et c'est que je fais tout toute seule. Donc moi, sur le bijou, comme c'est écrit sur mon site, tu as 50% qui est de la sélection. Donc en fait, je sélectionne des bijoux finis que je revends, 50% qui vont être de la confection pure. Et en fait, sur ça, c'est moi qui me déplace. En fait, j'ai un seul fournisseur depuis 5 ans. Et c'est pareil, j'aurais pu aller voir ailleurs, mais j'ai ce fournisseur avec lequel il m'a fait confiance il y a 5 ans. Et en fait, depuis, on grandit aussi ensemble, même si je lui apporte rien. Et en fait, je fais mes collections à peu près 6 mois à l'avance. Donc, en fait, j'envoie en fait en production, mais je fais tout toute seule. Je fais tout toute seule. Après, bien sûr, c'est plus entre mes mains. Moi, j'envoie en confection, j'envoie en production, j'envoie en dorure, et après, je reçois. Mais je suis toute seule. Mais alors, comment on fait pour faire tout toute seule en ayant 3 enfants? Faut que tu nous donnes le secret. Alors, franchement, j'ai pas le secret. Moi, il faut savoir que quand ce gros projet est né, j'ai fait un énorme espèce de burn-out où en fait j'ai pas pu me lever de mon lit, où j'étais vraiment je me suis prise un peu le revers de la médaille de vouloir tout faire toute seule parce que je veux aussi m'occuper de mes enfants le mercredi toute la journée, être devant les écoles à 16h30, le week-end pouvoir profiter. Et en fait, je me suis vite rendu compte que à force d'être partout, j'étais nulle part de façon efficace. Donc aujourd'hui, j'accepte de déléguer, mais plus en fait à mon mari qui devient un peu mon associé ces derniers mois. Et en fait, je lui délègue aussi beaucoup de choses sur lesquelles en fait je prenais beaucoup trop de temps. Tout l'aspect marketing de la marque, tout ce qu'on voit pas derrière, des référencements, les choses comme ça qui me prenaient un temps infini parce que je ne comprends pas vraiment. Moi, j'aime beaucoup la création et le digital, mais pas du tout le CEO, tu vois, tous ces trucs-là, ça me parle pas assez. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à être partout. Sur le papier, les gens pensent que je suis partout parce que ça me va bien. Mais il faut absolument que, pour hier, en fait, que j'embauche. Tu vois, il faut vraiment que je puisse m'entourer de stagiaires ou juste de personnes. Et qu'est-ce qui te bloque alors? Parce qu'on sent que tu vois, tu le sais, mais qu'est-ce qui te bloque à passer le pas? Alors, t'as un peu le syndrome de l'imposteur. Parce que engager veut dire pas donner des ordres, parce que pas du tout, mais en fait diriger, donner des instructions, donner un peu. Et en fait, je me sens absolument pas légitime aujourd'hui pour donner des instructions à qui que ce soit. Tu vois, j'ai vraiment ce syndrome de l'imposteur de me dire mais t'es pas légitime en fait aujourd'hui à demander qui que ce soit à qui que ce soit. Et il faut vraiment que je surmonte ça. Je suis en train d'essayer de le faire parce que je lis beaucoup de choses, tu vois, sur Internet, justement sur le syndrome de l'imposteur. Pour réussir, en fait, aujourd'hui à me dire, j'ai ma place, je l'ai construite. Oui, j'ai pas fait d'études ni de marketing, ni de joaillerie, ni de rien. Mais j'ai ma place parce que je me suis de façon autodidacte complètement lancée à l'aveugle il y a 5 ans et j'ai ma place aujourd'hui et j'ai le droit en fait de demander de l'aide
Et puis c'est rémunéré, je veux dire, c'est un service contre un rendu. Donc en fait, finalement, il faut juste que j'arrive à passer cette petite étape. Voilà. Et alors, c'est bien parce que ça correspond à la question aussi que je voulais te poser, parce que dans ta description, donc sur Instagram, tu mets que tu es hypersensible. Alors, je voulais en parler avec toi, peut-être comment tu l'as découvert, à quel point ça t'impacte dans ta vie d'entrepreneur, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les auditeurs qui le seraient peut-être aussi? Alors moi j'ai été diagnostiquée hypersensible à l'hôpital il y a 6 ans. Il y a 6 ans, en fait à la suite d'un trauma personnel, j'ai été hospitalisée en dermatologie à Paris suite à une éruption cutanée. Et en fait j'ai été hospitalisée 3 semaines durant lesquelles je n'avais pas spécialement droit à mon portable. J'étais vraiment à huis clos avec les médecins et moi. Et en fait, les traitements au début ne marchaient pas. Tu sais, pour la cortisone, rien ne marchait. Et puis, on m'a fait venir des psychiatres à l'hôpital et j'ai pu parler. Du coup, j'ai parlé et en fait, on s'est rendu compte avec les jours que les éruptions cutanées commençaient un petit peu à partir. Et en fait, plus je parlais, plus j'allais mieux, en tout cas physiquement. Et en fait, lors des conversations, j'ai passé quelques tests et donc on m'a diagnostiqué haut potentiel émotionnel avec une hypersensibilité prononcée. Donc, j'ai pu me renseigner enfin sur ce qu'était l'hypersensibilité et en fait, ça a changé ma vie de le savoir. Ça m'a changé la vie de le savoir parce que j'ai toujours pensé être différente. J'ai toujours pensé que j'étais un problème. Tu sais, ces phrases arrête de tout prendre à cœur, ça suffit, ne pleure pas pour rien, arrête d'en faire une montagne. Voilà, tu vois, on réduisait toujours un peu à néant les émotions que je pouvais ressentir dans des situations. Et en fait, le fait que donc j'avais 29 ans, 28 ans, on m'annonce en fait que je suis hypersensible et que je me documente par la suite. Je me suis dit que j'étais en fait tout à fait normale, comme mon voisin de gauche et de droite. C'est juste que en fait, j'avais cette sensibilité particulière. Alors, dans le droit, ça m'a complètement desservi de l'être, parce que je pense que c'est un domaine dans lequel tes émotions doivent rester à la porte du cabinet et ne pas rentrer. Donc moi, ça m'a porté défaut. Et dans l'entrepreneuriat, je pense que ça a été quelque chose qui m'a aidée parce que j'ai toujours été très proche du coup de mes clientes dans le service client, de pouvoir être très à l'écoute d'elles, qu'elles n'aient jamais en fait j'ai toujours voulu ce côté très proche. Il y a une proximité et je pense que ça c'est de par ma sensibilité de pouvoir vraiment écouter les besoins de mes clientes et c'est comme ça sur les réseaux. De l'autre côté, j'ai cette bienveillance envers les gens qui est exacerbée. Il y a évidemment des côtés négatifs à l'hypersensibilité dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait les échecs qu'une personne lambda, attention je mets des guillemets, va vivre, ça va être ok, ça va être un tremplin. Pour une personne hypersensible, un échec dans l'entrepreneuriat, c'est la fin du monde. C'est que tout est remis en question, tout est, tu remets toute ton existence en cause. Moi, je sais qu'à chaque fois que ça peut m'arriver, j'ai vraiment 48-72 heures où en fait, je remets tout en question. Et après, c'est aussi l'hypersensibilité, c'est que ça reste un cycle. C'est que en fait, l'émotion inverse va se représenter et tu vas revoir les choses de façon différente et en fait le soleil rebrille mais rebrille très fort. En fait c'est aussi ça l'hypersensibilité, c'est de vivre tes émotions quintuplées. Voilà, c'est que ça te dessert autant que ça te sert. Aujourd'hui, j'essaye de trouver un peu le juste milieu. C'est important, mais pour résumer, l'hypersensibilité, c'est juste que ça te fait vivre cette expérience de l'entrepreneuriat à fond. C'est vrai que ça doit pas être évident parce que déjà l'entrepreneuriat, c'est quand même assez particulier dans le sens où tu as beaucoup de montagnes russes. Et donc, quand tu es hypersensible, ça doit être encore plus... C'est l'entourage. Ouais. L'entourage est très important. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à persister pendant les 5 ans et que tu en es là où tu es aujourd'hui, tu vois? Comment tu vois, tu t'expliques un petit peu que tu es réussi comme ça à tenir bon? Parce que je suis persuadée au fond de moi qu'il y a quelque chose à faire de très intéressant pour cette marque. Et pendant ces 5 ans, j'ai eu 3 enfants. Donc forcément, j'ai pas pu... Être à ton maximum, ouais. Exactement. Donc en fait, aujourd'hui, je suis vraiment au tournant de la marque où mes 3 enfants sont scolarisés, où en fait, je peux faire des Junes que j'ai envie, que ce soit demain. Et en fait, pour moi, c'est hyper stimulant et
et je l'ai toujours su de la création de la marque à 5 ans après aujourd'hui, que quelque chose est à faire et que j'ai ma place. Même s'il y a 10 minutes, je te parlais du syndrome de l'imposteur, je sais pour autant que j'ai quand même ma place et quelque chose à faire avec cette marque et j'en suis persuadée. Et alors, tu disais que t'avais eu plusieurs points de vente, dont des grands magasins. Est-ce que tu peux les citer? Oui, alors en grand magasin, j'ai été aux Galeries Lafayette Opéra. J'ai été 2 fois au BHV et sinon en point fixe aujourd'hui depuis quelques années. Alors j'ai été à Cabourg, ça c'est fini, mais sinon je suis à Lille, Lyon, Nantes, Bordeaux. Il y a une ville et Ramatuelle. À chaque fois j'oublie. Il y a Ramatuelle et donc après il y a eu Paris, il y a eu La Varenne, là où je vis, c'est dans le Val-de-Marne, en banlieue parisienne. Et en fait, tout ça pour dire que un jour, évidemment, la concrétisation pour Dayjun, ça serait d'avoir mon propre magasin. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des points de vente. C'est des corners dans des concept stores. Ça marche très bien. Mais évidemment, demain, le step au-dessus, ça serait de pouvoir avoir une boutique pour moi. Déjà, c'est incroyable d'avoir des points de vente dans des aussi grosses boutiques. Comment ça s'est passé un petit peu la négociation, le démarchage? Est-ce que ça a été compliqué, tu vois, d'avoir ces contrats? Non, c'est pas compliqué. Je trouve que en fait, une fois que la conversation est mise en place, que tu as les bons contacts des personnes qui sont en charge de pouvoir t'implanter, une fois que tu sais aussi quelles sont tes conditions de vente, aujourd'hui, tu sais que tu ne veux pas être en dépôt, tu veux avoir de la vente ferme ou des choses comme ça. Tout est plus ou moins fluide, je dirais. Les grands magasins ont leurs conditions. Il a fallu aussi que je le comprenne. Tu vois, par exemple, le BHV, c'est des conditions qui sont quand même assez strictes parce que ça reste des grands magasins et qu'ils ont une image de marque à tenir et que, moi, j'ai toujours décidé d'être dans les grands magasins pendant les pop-up pour pouvoir représenter la marque. Par contre, il y a des conditions qui sont extrêmement fermes. Tu ne t'assois pas de la journée parce qu'en fait, tu n'as pas le droit de t'asseoir, il n'y a pas de chaise, tu es toujours debout dans ton stand, tu n'as pas de pause déjeuner, c'est à toi de prendre une pause déjeuner, mais du coup, tu laisses ton stand tout seul. Donc il faut, tu vois, comprendre un peu le mécanisme de ces grands magasins parce que moi, j'ai pas fait appel à de vendeuses, donc j'étais toute seule. Encore une fois, tu vois, les limites d'être seule. Mais sinon, j'ai trouvé ça, non, pas compliqué. Une fois que t'as en face de toi les bons interlocuteurs, franchement, tout se fait. Tu as besoin de beaucoup investir dans du stock? Dans les grands magasins, oui. Dans les concept stores, dans les villes que je t'ai citées, je suis à un réassort d'une centaine ou entre 100 et 200 bijoux par mois et demi. À quel moment tu l'as fait? Peut-être tu as commencé à te lancer dans des points de vente physiques? Alors, le premier point de vente, ça a été Lille. Et Lille, ça c'est né en 2021. C'était 1 an, oui. C'était 1 an après le Covid. Donc c'était 2021. Et en fait, je me suis déplacée sur place. Et j'avais fait un espèce d'événement influence où j'avais invité quand même pas mal d'influenceuses locales de Lille et c'était trop sympa. Vraiment, c'était un événement qui était trop sympa. Les filles étaient venues, avaient présenté la marque à leur communauté respective. C'était très sympa. Vraiment, c'était un événement qui était hyper intéressant. Après, j'ai pas pu me déplacer évidemment dans les autres à Lyon, Bordeaux, Ramatuelle. C'est trop loin en fait. J'ai mon rôle de maman qui m'appelle et qui me dit non, tu peux pas. Alors que ça aurait été très intéressant pour moi de rencontrer les gens sur place, connaître un peu la population locale, connaître un peu les envies. Je l'ai pas fait, mais rien n'est perdu parce que ça fait encore 2 ans, ça fait plus de 2 ans que je suis avec ces villes-là et ça marche très bien. Donc je me dis, mais pourquoi pas y aller l'année prochaine, organiser des rencontres ou ça peut être quelque chose de sympa. Quel est ton plus grand rêve, justement, ton plus grand rêve professionnel? Alors, mon plus grand rêve professionnel, ça serait d'ouvrir ma boutique à l'étranger, aux États-Unis. Parce que, exclu pour toi, aujourd'hui, le but, c'est d'exporter la marque chez mon frère qui vit aux États-Unis pour pouvoir à terme le rejoindre. Aujourd'hui, c'est le rêve que je veux donner à Dayjun, c'est de l'exporter aux États-Unis avec les conditions que ça y aura. Mais voilà, le vrai rêve, ça serait celui-ci, c'est d'ouvrir 1, 2, 3, 10 points de vente aux États-Unis. C'est le rêve américain.
complètement. Et je sais qu'on y arrivera. J'en suis persuadée. Combien de temps ça prendra, je ne sais pas, parce que j'ai quand même été démarchée par un point de vente à Brooklyn. Incroyable. Ça, c'était incroyable. Sauf que les quantités demandées ne pouvaient pas être réalisées par une seule personne. J'ai su que là, j'étais à mes limites. Mais par contre, j'ai vraiment sympathisé avec la fille de cette boutique. Et c'est pas à Brooklyn, c'est à Soho, pardon. C'est à Soho. Et en fait, on a beaucoup sympathisé et je lui ai dit, laisse-moi 5 ans. Je lui ai dit vraiment, laisse-moi 5 ans pour venir et m'implanter. Et ça serait à New York? Vous voudriez vivre à New York? Non, pas du tout. Vraiment tout en bas. Mais c'est très intéressant de pouvoir avoir un point de vente à New York. Mais moi, je préfère partir vers Miami. Et incroyable. Et alors, justement, comment tu le vis un petit peu ce côté parce que je trouve que c'est super intéressant parce que quand on lance une marque, il y a un côté quand même assez sédentaire. Je sais pas ce que tu en penses, tu vois. Comment tu le vis un peu de te dire, bah en fait, j'ai envie de bouger à l'étranger. Est-ce que tu dois quand même garder la marque en France et aux États-Unis? Un peu comment tu vois ce changement? Oui, complètement. Je veux vraiment exporter la marque tout en laissant les racines de la marque ici. Parce qu'aujourd'hui, j'en serais pas là. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la France et les clientes françaises qui ont fait de la marque une possibilité. Et si demain je dois partir aux États-Unis pour y vivre et avoir ma marque, ça continuera à rouler en France aussi. Je ne me vois pas fermer le siège en France ou les points de vente en France parce que déjà il y a un attachement qui est hyper sentimental. Tu vois, Lille, par exemple, c'est vraiment très sentimental pour moi. Donc, j'aimerais pouvoir me dire que c'est faisable de tout avoir là-bas et ici. J'espère en tout cas. Mais je sais qu'aujourd'hui, ce qui me manque, c'est d'accepter de déléguer. Qu'est-ce que tu dirais à des auditeurs, auditrices qui seraient un peu dans un job de juriste ou autre en bureau comme tu as pu l'être et qui aimeraient justement peut-être lancer leur marque et se lancer à leur compte? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, j'ai très souvent eu cette question aussi sur les réseaux et ça a toujours été la même réponse de ma part, c'est que se lancer, il faut vraiment se lancer. Alors, évidemment pas à l'aveugle, avoir un projet qui est quand même bien construit, mais il faut se lancer et être très bien entouré. Il faut vraiment faire abstraction des gens qui vont venir pas émettre des doutes parce que ça c'est ok, mais venir en fait mettre à mal ce projet, te dire que tu n'en es pas capable, que c'est ridicule, que c'est comme ci, que c'est comme ça. Il faut tirer un trait, accepter de tirer un trait sur les gens qui ne vont pas porter ce projet avec toi. Et moi ça a été vraiment 80% pas de ma réussite, mais en tout cas de mon tremplin, c'est d'être entourée comme je le suis. J'ai rayé énormément de personnes de ma vie. J'ai accepté de le faire. J'ai rayé 80% de mon entourage pour aujourd'hui rester avec mon frère, mes parents et mon mari. Et c'est ok parce qu'en fait, tu as cette fondation à ton projet. Il faut une vraie fondation solide à ton projet. Il faut y croire et surtout, il faut persévérer. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est fait d'obstacles. C'est fait d'obstacles, mais je pense qu'avec le temps, les obstacles sont différents ou du moins on les appréhende différemment. Mais dans les débuts, il faut se dire que on va tomber et on va tomber plein de fois et se relever toujours, toujours, toujours. Persévérer et être bien entouré, je pense que c'est les 2 axes les plus importants. Et c'est assez incroyable parce que je trouve que à la fois tu as l'air de douter un peu de tes forces et en même temps tu as l'air d'avoir une très grande force au fond de toi. Donc c'est assez rigolo cette ambivalence que tu as. C'est possible. C'est un peu ce qu'on me dit tout le temps. Moi, je me rends compte d'aucune force. Très clairement, c'est pas de l'humilité, hein. C'est vraiment que je suis tellement dévouée aux gens et donc à mes enfants, à ma famille et à ma marque, qu'aujourd'hui, en fait, je prends pas le temps nécessaire pour avoir le recul sur ce que je fais. Comme on en parlait, par exemple, ce gros projet de la fin d'année, j'arrive pas encore à vraiment savourer ce qui est en train de se passer parce que j'ai la tête dans le guidon et que en fait je veux que tout soit parfait et donc je pense que si je suis honnête avec moi, je sais que si je me pose 5 minutes, je peux me faire un peu les éloges de je suis encore là, mais en tout cas je veux vraiment encourager les gens à aller là où ils ont envie d'aller. Moi, je l'ai fait à l'aube de mes 30 ans, mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il y a des gens qui se lancent. Moi, j'ai un ami qui est avocat, mais qui a 27 ans et qui est entrepreneur aussi à côté. Il n'y a pas d'âge, il y a juste des rêves bien construits et je pense qu'il faut vraiment s'écouter et pas attendre que ce soit trop tard, même si c'est jamais vraiment trop tard.
il faut vraiment s'écouter. Alors, dernière question un petit peu dans la lignée de ce que tu viens de dire, mais quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné ? De me faire confiance. C'est les paroles de mes proches, c'est de me faire confiance et d'arrêter de douter de moi. C'est vraiment le meilleur conseil. À chaque fois que je suis en période d'énormes doutes et que je remets tout en question, on me rappelle assez facilement ce que j'ai réussi à accomplir. Et en fait, on me rappelle aussi là où j'étais il y a 5-6 ans et on me demande si j'avais pu penser en être là autant d'années après. Et c'est vrai que ça me remet un peu l'église au milieu du village, tu vois. C'est aie confiance en toi. Jusqu'à présent, tu as su faire quelque chose. Continue à croire en toi parce que tu y arrives plutôt bien, finalement. Et oui, il faut aussi se donner la chance de réussir finalement, parce que si tu te donnes pas la chance d'essayer, ça ne peut pas arriver. Et si tu tentes pas, de toute façon, tu ne pourras jamais savoir. Moi, j'ai pris des risques avec la société que je ne pensais pas faire. Tu vois, par exemple, toutes les campagnes d'influence, c'était pas spécialement. J'ai pas voulu contacter certaines personnes par pudeur. Je voulais pas qu'on me dise non. Et en fait, je suis complètement sortie de ma zone de confort et j'ai contacté certaines personnes qui sont assez influentes sur les réseaux pour leur présenter la marque et leur demander si elles étaient intéressées. Finalement, j'ai eu des oui, j'ai eu des non. Mais avec les oui, j'ai réussi à faire quelque chose. Et si je l'avais pas fait, je serais pas là où j'en suis aussi aujourd'hui. Donc, il faut vraiment sortir de sa zone de confort tout en se faisant toujours confiance. Et il faut toujours essayer. Parce que même un non, c'est constructif. Et puis pour un non, combien de oui aussi. Exactement. Donc vraiment, c'est se lancer, tenter, accepter en amont qu'on puisse tomber. Parce que il faut pas en fait se lancer en se disant que ça sera toujours tout lisse et que ça sera sans embûches et que ça sera... Voilà, il faut quand même prendre tout ça en ligne de compte, mais toujours se faire confiance et persévérer. C'est vraiment le maître mot. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, Sarah. C'était super inspirant. Donc, je mettrai tes réseaux sociaux pour les auditeurs qui voudraient aller voir tes créations et suivre ta vie quotidienne. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.